Bonjour. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de nutrition et dialyse. Comme vous le savez, je ne suis pas nutritionniste ni diététicienne. Je vais essayer de traiter le thème comme vu par une néphrologue. Alors, on n'aura pas le temps, clairement, en 20 minutes, de parler d'obésité. Donc, je ne vous parlerai pas de la version obèse de Christian Bell, mais plutôt de la version dénutrie aujourd'hui. C'est le même acteur entre les deux photos. Quand on fait une recherche de la littérature sur la dénutrition, on va tomber sur plusieurs termes qui veulent dire à peu près la même chose, mais pas tout à fait. Il y a des petites subtilités de différence. Mais grosso modo, ça souligne bien la complexité en fait de cette pathologie et l'ensemble des paramètres qui vont être impliqués dans le développement de la dénutrition. Pour simplifier un peu les choses, en 2018, la Société internationale de nutrition et de métabolisme rénal a décidé d'utiliser un terme générique, on va dire, pour essayer de résumer au maximum ces histoires de dénutrition, et on retient le terme de perte protéino-énergétique. Donc vous allez me voir régulièrement dans le topo passer entre dénutrition et perte protéino-énergétique, c'est sensiblement la même chose. Grosso modo, pour diagnostiquer une perte protéino-énergétique, il faut que vous ayez trois caractéristiques. La première, c'est d'avoir une albuminémie ou une préalbumine qui va être diminuée, ou un cholestérol bas, une diminution de la masse corporelle et une diminution de la masse musculaire. Généralement, les trois vont de pair. Alors pourquoi on vous parle de dénutrition aujourd'hui? Tout d'abord parce que c'est fréquent. Quand on reprend les données de registre, 28% à 54% des patients dialysés sont dénutris, et on observe ces dénutritions généralement au démarrage de la dialyse, mais aussi en fait dans l'évolution. Mais c'est généralement les premiers mois de la dialyse que la dénutrition est le plus marquée. C'est quelque chose qui est grave, ça va impacter votre morbimortalité, ça va impacter la survie des patients. Les patients qui sont dénutris font beaucoup plus de pathologies infectieuses, et évidemment, vous allez assister en parallèle par des tableaux d'asthénie à une diminution de la qualité de vie de votre patient. En termes objectifs, plusieurs paramètres vont être retrouvés associés entre dénutrition et mortalité. Les paramètres durs, c'est la diminution de l'albumine, la diminution de la préalbumine, la diminution de la masse grasse, tous les paramètres en fait qui constituent la définition même de la dénutrition protéino-énergétique. Alors d'où vient cette dénutrition? C'est une histoire de déséquilibre entre les apports nutritionnels diminués, le catabolisme et les besoins augmentés. C'est ce qui se passe quand vous vous retrouvez avec un embouteillage en plein milieu du boulevard Abdel Moumouni à Casablanca, grosso modo, avec le tramway qui est en plein milieu, qu'on adore tous. En termes pratiques, sur le plan physiopathologique, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que sinon ça nécessitera franchement une journée dessus. Vous allez avoir plein de paramètres qui vont favoriser le développement de la dénutrition. Première chose, l'inflammation. C'est extrêmement important dans la pérennisation de la dénutrition de vos patients, et c'est un paramètre à prendre en compte quand vous allez, 1, interpréter le bilan de votre malade, et 2, chercher à corriger cette dénutrition. À côté de ça, vous avez évidemment l'acidose métabolique qu'il faudra prendre en charge, ça favorise le catabolisme protéique, l'urémie évidemment, et puis avec ça, vous allez rajouter en plus des facteurs psychosociaux, la dépression du patient, la perte de goût, des listings de médicaments d'ordonnance de 10 à 15 lignes où les patients à la fin, ils n'ont plus envie de manger une fois qu'ils ont pris la liste de tous leurs médicaments, et tout ça favorise donc cette notion de malnutrition et de dénutrition. En pratique, maintenant, comment vous allez évaluer le statut nutritionnel de vos patients? Je vais reprendre les recommandations. Les dernières recommandations, c'est les Kadogi, elles datent d'il y a 2 ans à peu près, enfin 3 ans maintenant. Sinon, il y a les recommandations de l'ERBP, il y en a plein, des recommandations des sociétés diététiques. Elles reviennent à peu près à la même chose, elles ont à peu près les mêmes cibles. Ils nous recommandent de faire au moins, et ça c'est le strict minimum, un screening, ce qu'ils appellent un screening nutritionnel 2 fois par an, pour dépister les patients à risque. Donc on ne parle même pas de diagnostic à ce moment-là. Donc déjà, sentir le patient qui commence à baisser un peu son albumine, qui commence à diminuer son poids. Et après, il conseille de le faire dans les 90 jours qui suivent la mise en dialyse, mais sans précision autre. Et il n'y a pas de méthode, donc je ne vous sortirai pas aujourd'hui avec une recette miracle en vous disant il y a une méthode qui est meilleure à l'autre pour diagnostiquer la dénutrition. C'est un ensemble d'arguments, et c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement dans les recommandations. Donc je vais essayer de lister ces méthodes en passant assez rapidement sur certaines, en commençant déjà par la clinique. La chose la plus simple, le BMI, l'IMC. Donc on va reprendre la même classification que l'OMS pour le diagnostic de sous-poids. C'est un IMC inférieur à 18,5 kg par mètre carré. L'IMC, c'est facile chez nous en dialyse. On pèse les patients à chaque séance de dialyse. En dialyse péritonéale, on les pèse aussi. Donc c'est au moins mensuel. Il faut juste penser à réactualiser la taille de vos patients. Je vous signale que nos patients vieillissent. On l'a bien vu ce matin. On a de plus en plus de patients qui sont dialysés qui ont plus de 65 ans. Et avec l'âge, les patients vont se tasser. Donc il va falloir réactualiser et mesurer, penser à mesurer la taille de votre patient. Idéalement, l'IMC se calcule à la fin de la séance de dialyse, au moment où le patient sort, on va dire, à son poids sec.
Autre technique, mais ça c'est plus les collègues endocrinologues et nutritionnistes qui l'utilisent, c'est le hand grip strength, c'est la force de préhension. Vous avez besoin d'un matériel, vous avez besoin d'un dynamomètre pour tester cette force de préhension. Donc clairement en pratique, nous en néphrologie, vous n'allez pas le faire au quotidien, à moins de bosser avec une équipe d'endocrinologie qui a un dynamomètre à côté. C'est pas hyper compliqué, en fait le patient serre et vous évaluez sa force musculaire. Et donc quand vous êtes dénutri, généralement la force musculaire va diminuer, donc il va avoir moins de force de préhension. C'est ce que vous testez quand vous dites bonjour à votre patient et qu'il vous serre la main, grosso modo. Maintenant, en termes d'outils paracliniques, le gold standard, c'est l'absorptiométrie biphotonique à rayon X. Alors, vous la connaissez pour le diagnostic de l'ostéoporose, c'est le DXA. Ça sert aussi à évaluer la masse grasse et la masse maigre. Je vous ai mis 2 petites diapositives parce qu'on ne va pas l'utiliser en pratique quotidienne, mais c'est quand même un outil intéressant. Vous avez à gauche un patient dont l'IMC était considéré comme étant en surpoids, donc pas à entre 25 et 30 kg par mètre carré, donc plutôt facteur de risque, on va dire, de surpoids. Et quand vous lui faites l'absorptiométrie biphotonique, vous vous rendez compte que ce patient, il a une masse grasse, en fait, hyper importante, et donc il passe plutôt dans la case obésité. Ça vous montre que l'IMC, ce n'est pas un super marqueur d'obésité. Les 2 patientes que vous voyez ici, elles ont exactement le même IMC. L'une a une masse grasse 2 fois supérieure par rapport à l'autre. Donc ça lui fait remonter son risque cardiovasculaire. Donc ça vous dit bien que l'IMC, ça vous aide, mais que ce n'est pas suffisant pour porter le diagnostic, en tout cas pour être sûr que votre patient n'est pas dans la case obésité. C'est très peu irradiant comme examen. Il faut savoir que si vous faites 10 DXA, vous vous retrouvez avec l'irradiation sensiblement d'une radiographie de thorax, chose qu'on fait quand même de manière assez usuelle dans notre pratique. Plus accessible pour nous, néphrologues, l'impédancemétrie bioélectrique, ce qui est conseillé, c'est d'utiliser la méthode multifréquence. On dit généralement que c'est à faire au minimum 30 minutes après la fin de la dialyse. Alors vous comprenez bien les soucis logistiques que cela peut créer. On n'a pas de données suffisantes en dialyse péritonéale. Néanmoins, disons que ce n'est pas recommandé de ne pas l'utiliser, mais il faut savoir qu'on n'a pas de grosses études et de grosses preuves niveau de recommandation. J'en ai fini grosso modo avec la clinique, parce que tout le reste c'est plutôt de la clinique qui va coller avec l'obésité, on va mettre ça de côté. En termes d'outils biologiques, celui qu'on connaît le plus, c'est l'albumine, très facile à doser, et ou la préalbumine. Alors les deux, c'est absolument pas la même molécule, hein, l'albumine et la préalbumine. La préalbumine, c'est pas une forme précurseuse de l'albumine, hein, c'est 2 molécules qui sont différentes. Ça s'appelle la transthyréine, aussi la préalbumine. La préalbumine est un peu plus intéressante que l'albumine parce qu'elle est rapide. Sa demi-vie est à peu près de 2 jours. Donc si votre patient se dénutrit, avec la préalbumine, vous allez voir les variations très rapidement. Donc c'est intéressant pendant une hospitalisation notamment. Alors que l'albumine va mettre un peu plus de temps à varier. Évidemment, il ne faut absolument pas interpréter l'albumine ou la préalbumine de manière isolée. Il va falloir prendre en compte plusieurs paramètres. Vous savez que c'est des molécules qui sont en production hépatique. Donc si vous avez une insuffisance hépatique, vous allez avoir une diminution de votre albumine. Donc il faut l'interpréter à la lumière du bilan hépatique et du contexte de votre patient. S'il a une cirrhose par exemple, la protéinurie évidemment va baisser votre albumine, la fonction rénale résiduelle va impacter aussi, et le syndrome inflammatoire. Ça va de pair. Alors c'est très compliqué après de savoir qui est la poule de l'œuf dans l'histoire, parce que vous allez avoir à la fois le syndrome inflammatoire favorisera la dénutrition et en même temps l'inflammation va interférer avec le dosage de l'albumine. Ce qui est recommandé, on va dire le gold standard de dosage, c'est la néphélométrie, mais c'est une technique qui est coûteuse, qui prend du temps. Donc en pratique, ce qui est recommandé pour les stades 3 à 5D, c'est d'utiliser le verre de promocrésol. Ce n'est pas exactement la même méthode de dosage qui est recommandée pour les stades G1 à G3. Après, vous pouvez utiliser aussi d'autres marqueurs, qui est le taux de catabolisme protidique. Évidemment, il n'est absolument pas question de retenir la formule. Ça, il suffit d'avoir juste un dosage de l'urée, et c'est applicable chez le patient hémodialysé. Je vous ai mis quelques formules qui sont proposées. Alors, ou vous le dosez entre les séances de dialyse, avant et après la séance de dialyse, l'urée, ou vous dosez l'urée dans le dialysa, sur un prélèvement de votre dialysa. Quoi qu'il en soit, vous rentrez les paramètres dans un calculateur, il y a plein de calculateurs qui sont disponibles, et ça vous donne un taux de catabolisme protidique. Si ce taux est inférieur à 0,8 g kg jour, votre patient rentre dans le diagnostic de la dénutrition. Donc c'est assez simple à faire et à évaluer. Alors maintenant, la question est de savoir si vous êtes la Jaoui ou la Widadi, quelle technique vous préférez. Je ne vous demande pas réellement. Moi, personnellement, je ne suis rien. Je suis pour l'équipe du Maroc, en général. Donc, en termes pratiques, ça veut dire qu'en réalité, ce que vous devez faire, c'est évaluer en fait un score composite. Ça ne sert à rien de prendre un paramètre tout seul et essayer de faire un diagnostic de dénutrition et une prise en charge de votre patient.
Alors ce que je peux vous conseiller comme score composite, on va dire, à adapter, utilisez des questionnaires assez simples. Le Subjective Global Assessment, c'est un questionnaire qui fait 7 questions. Ce n'est pas très compliqué à évaluer. À l'intérieur, vous avez des questions cliniques, hein, l'altération un peu d'état général de votre patient, mais aussi un journal alimentaire, en fait l'apport protéique de votre malade. Vous pouvez associer, si vous avez une impédance métrique, tant mieux, ça peut être un outil intéressant, mais c'est toujours évidemment le problème de l'impédance métrique, c'est qu'il faut la refaire dans le temps. Donc c'est quelque chose de dynamique à répéter. Si vous avez la possibilité de le faire, tant mieux, sinon c'est absolument pas obligatoire pour poser un diagnostic de dénutrition. Doser une albumine, préalbumine, CRP, ça ne coûte pas énormément d'argent et c'est intéressant. Doser l'urée, ça ne coûte pas non plus énormément d'argent et puis ça vous permet d'avoir des éléments diagnostiques. Et évidemment, pensez à faire le journal alimentaire de vos patients. De toute façon, les équipes diététiques le demandent. Ce n'est pas très compliqué. Vous demandez à votre patient de vous dire ce qu'il mange matin, midi, soir pendant 3 jours, incluant un jour de dialyse et un jour de non-dialyse. On va avancer maintenant sur la prise en charge nutritionnelle. Alors, il y a quelques règles de base avant de commencer. Comme je vous le disais tout à l'heure, il n'est pas question juste d'apporter des compléments nutritionnels au patient et de dire « allez, basta, j'ai géré la nutrition du patient et puis on n'en parle plus ». Il faut prendre en compte plusieurs paramètres. La première chose, déjà, quand vous allez informer le patient et essayer de changer son régime, il faut savoir qui prépare à manger à la maison. Parce que si vous vous retrouvez avec un monsieur, par exemple, qui est avec son épouse, c'est généralement l'épouse qui prépare à manger et pas le monsieur. Donc, ce n'est pas si mal que ça de l'inclure, en fait, dans la prise en charge et de lui expliquer les apports qui doivent être adaptés au patient. Il faut évaluer évidemment l'accès à la nourriture. N'allez pas prescrire des choses introuvables dans le marché. Il faut évaluer évidemment la fonction cognitive de votre patient. Le syndrome dépressif, c'est des paramètres qui vont favoriser la dénutrition et qu'il va falloir gérer. Un patient qui est dépressif, en fait, il peut passer dans les 2 cases, où il ne va pas manger, où il va trop manger, ou pas assez bien manger dans tous les cas. Donc tous ces paramètres-là sont à prendre en compte. Deuxième règle, il faut savoir faire preuve de bon sens, hein, tout bonnement. Vous n'allez pas essayer de réparer une voiture en mettant du scotch dessus. Ça, c'est très pratique. Vous n'allez pas essayer de corriger une dénutrition en donnant 3 pauvres compléments alimentaires et vous dire « c'est réglé, il n'y a pas de souci ». Donc, c'est un peu de logique, on va le revoir régulièrement quand on parlera de la prise en charge dans le détail. Et puis, il ne faut pas oublier que la dénutrition, c'est un processus dynamique, c'est le même boulevard, avant et après le tramway, à des moments différents de la journée. Vous prenez le boulevard à Bloemel le matin, c'est calme, il n'y a rien du tout. Vous le prenez à midi, en heure de pointe, c'est la catastrophe. Vous rajoutez le tramway à ça. J'aime le tramway, je ne suis pas contre. Mais voilà, ça favorise un petit peu les embouteillages. Et donc, la dénutrition, c'est un peu la même chose. Ce n'est pas quelque chose qui va rester stable dans le temps. Donc, c'est quelque chose qui va penser à réévaluer, qui va commencer très tôt dans l'histoire de la maladie rénale. Elle va commencer en fait au moment où vous allez prescrire des régimes à vos patients, en disant on va limiter l'apport protéique, et en limitant l'apport protéique, on va limiter les aliments riches en potassium, les aliments riches en phosphore, et donc vous allez favoriser cette dénutrition. Et puis après, le patient, il y a peu d'insuffisants rénaux qui ne sont pas hospitalisés, ils vont être hospitalisés, ils vont présenter des états infectieux, certains malheureusement vont présenter des cancers. La maladie rénale chronique va continuer d'évoluer, et donc tous ces paramètres-là vont impacter l'état nutritionnel de votre patient. Et donc, à chacun de ces événements, il va falloir réévaluer la nutrition de vos malades. Et donc, c'est quelque chose, les bilans sont à répéter. Dernier point, et ça, il faut le répéter, il n'y a pas de traitement miracle de la dénutrition. Il n'y a pas un médicament qui va vous régler le problème. Il y a des prises en charge qui sont proposées et des prises en charge qui doivent inclure beaucoup plus de choses que juste des suppléments alimentaires. Passons maintenant dans le vif du sujet. Déjà, pour savoir comment traiter, il faut savoir ce qu'on cible en fait comme traitement. Et il y a une notion qui va revenir régulièrement dans le topo, c'est la notion de stabilité métabolique. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ces cibles ne sont valables que dans ces situations-là. Donc il faut que votre malade, il n'ait pas de maladie inflammatoire ou infectieuse. Du moment que votre patient est hospitalisé par exemple pour une pneumopathie, supposons une infection de son cathé ou une endocardite, il va avoir un hypercatabolisme et donc ses besoins nutritionnels vont augmenter. Donc ces cibles-là, vous pouvez les jeter, elles sont plus valables. Si votre patient a été hospitalisé tout court pour n'importe quelle raison, s'il a un diabète déséquilibré, ce n'est pas exactement les mêmes cibles. S'il a un cancer, s'il prend un traitement immunosuppresseur, s'il prend un traitement antibiotique. Donc vous voyez bien que finalement, ça vous limite un petit peu le nombre de patients chez qui ces cibles-là peuvent être appliquées. En termes d'apport calorique, là je vous ai remis à peu près toutes les recommandations, en tout cas les plus intéressantes qui ressortent. C'est toujours les mêmes apports caloriques, c'est grosso modo entre 25 à 35 kilocalories, kilo-jour pour chaque patient. En ce qui concerne les apports protéiques, on est entre 1 à 1,2 g kilo. Les nutritionnistes, dans les recommandations ESPEN, visent un peu plus, 1,2, 1,4 g kilo. Si vous êtes aux alentours de 1,2 g kilo jour de protéines, vous êtes bien. Comment on peut y arriver maintenant?
Les moyens thérapeutiques, on va parler principalement de la supplémentation. Et c'est à peu près le même diagramme que vous retrouvez dans les CADIGO pour la néphropathie diabétique. Il y a un socle commun qu'il faut faire pour tout le monde, et puis après, plus vous allez avoir des situations particulières, plus ce socle va se resserrer jusqu'à former la pointe de votre pyramide. Tout le monde est censé avoir un conseil diététique. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Il faut déjà avoir une formation, avoir des nutritionnistes, c'est ce qu'il y a de mieux en fait pour vous donner le conseil diététique de vos patients, mais déjà commencez-vous par ne pas restreindre le régime de patients à l'excès au point de favoriser la dénutrition. Ensuite, si ça ne marche pas, votre conseil diététique, ou si vous voyez que l'état énergétique, l'état protéino-énergétique de votre patient est quand même altéré, vous allez vers la supplémentation orale. Il faut essayer, avant de conclure un échec, 3 mois cette supplémentation orale, sauf évidemment état de dénutrition protéino-énergétique sévère. À ce moment-là, tout ce que je vous dis là est caduque. Les indicateurs, ils sont nombreux. Grosso modo, ces indicateurs-là, c'est juste votre patient est dénutri. Donc, il a une perte de poids, il a une hypoalbuminémie, il n'atteint pas ses cibles caloriques et ses cibles protéiques sur la journée. Vous pouvez passer aux compléments nutritionnels oraux. Alors, en pratique, comment on fait? Déjà, étudiez un petit peu les suppléments que vous donnez à vos patients. Grosso modo, vous allez voir, c'est un apport protéique de 0,3 à 0,4 grammes kilo jour. Pas énorme, et en énergie, une bouteille de Fortimel par exemple, c'est entre 7 à 10 kilocalories jour. Après, il y a évidemment plein de subtilités, il y a du Fortimel énergie, du Fortimel fibre, du Fortimel, bref, regardez les notices pour savoir exactement l'apport calorique qui est proposé, et donc vous comprenez bien qu'il ne suffit pas de dire à votre patient, vous prenez les compléments et ça s'arrête. Comme le nom l'indique, c'est un complément. Donc ça veut dire que ça suppose que votre patient, de base, il a un apport calorique satisfaisant. Et donc, ça suppose que votre patient, si on fait un calcul mathématique tout bête, de base, il a un apport protéique de 0,4 à 0,8 grammes kilo jour et un apport énergétique à plus de 20 kilocalories jour. Parce que juste en additionnant les deux, vous arrivez aux recommandations aux cibles protéino-énergétiques. Donc, l'idéal, c'est d'avoir un supplément qui est riche en énergie, en calories, sans apport de phosphore ou de potassium. Malheureusement, nous, au Maroc, on a des difficultés pour trouver ces liquides-là. Donc, vous allez vous retrouver avec du Frésuben qui apporte quand même du phosphore à vos patients. Là, je vous ai mis du potassium. Je vous ai mis la quantité maximum. Donc, le maximum, c'est 318 mg. Il y a du Frésuben qui apporte à peu près 170 mg de potassium. Donc, c'est à prendre en compte quand même dans l'apport potassique de vos patients. Et puis après, il faut penser à changer le goût et la présentation. Alors, on n'a pas tellement de choix chez nous, mais il y a au moins les petites boissons lactées, sinon il y a les jus et il y a les espèces de yaourts, et puis il y a le goût surtout qui va changer. Ce n'est pas la peine de prescrire du Frésuben vanille à votre patient tous les jours. Au bout d'un moment, il va être dégoûté de la vanille, il ne va plus le manger, votre Frésuben. Donc, pensez à lui dire en fait qu'il y a plusieurs parfums différents et qu'il peut changer. La supplémentation entérale maintenant. Alors ça, on la voit un peu moins, alors que vous voyez dans la pyramide, elle ressort avant la part entérale chez les patients hémodialysés. C'est logique, quand est-ce que vous allez la prescrire? Eh bien, quand vous n'atteignez pas vos cibles, tout simplement avec les compléments nutritionnels oraux, que votre patient est dans la case sévère, donc ce n'est pas une petite dénutrition protéino-énergétique, et qu'il n'arrive pas à avaler un apport calorique de plus de 20 kilocalories par jour. Évidemment, si vous êtes dans une situation comme celle que je vous ai décrite tout à l'heure, de stress en fait métabolique, on dit que les solutions idéales, c'est des solutions qui sont pauvres en hydrates de carbone et riches en protéines, plutôt que celles riches en glucose pour la dialyse péritonéale. Mais encore une fois, on n'a pas énormément de choix chez nous. Chez nous, ça sera grosso modo du Nutrison que vous aurez comme apport, comme alimentation entérale de prescrivable à vos patients. Alors, le Nutrison, ça se présente sous des boîtes de 1 litre. 1 litre, grosso modo, ça vous ramène 1000 kilocalories par jour. Donc, vous voyez bien que pour un patient qui pèse 60 kg, par exemple, vous n'êtes clairement pas à la cible, qui est à 1800, si on se met à 30 kilocalories jour, et ça vous apporte à peu près 40 grammes de protéines sur la journée. Donc, ce n'est pas si mal que ça. Je vais finir par la supplémentation parentérale. Je vous ai mis une étude qui date, enfin, c'est une étude, c'est plutôt une revue de la littérature de Guerrero dans le Clinical Culinary Journal de 2023, qui parle en fait de la nutrition parentérale perdialytique, en fait, intradialytique. Parce que c'est ce qu'on va faire en pratique. C'est très compliqué pour nous de mettre la nutrition parentérale tout le temps. Donc, à moins d'avoir une dénutrition protéino-énergétique sévère, c'est souvent le cas des patients, par exemple, qui ont un cancer, où vous allez discuter une dénutrition au long terme, en fait. Sinon, vous allez prescrire ça pendant la séance de dialyse. C'est faisable et les objectifs sont atteignables. Alors, est-ce qu'il y a vraiment des contre-indications formelles à cette nutrition? Il n'y a pas de vraies contre-indications formelles, mis à part l'hypertriglycéridémie. Dans les recommandations, c'est entre 300 à 500 mg par décilitre.
À ce moment-là, on commence quand même à être un petit peu frileux sur la prescription de nutrition parentérale. Sinon, c'est plutôt des contre-indications relatives, on va dire, qui vont juste retarder en fait la mise en place de la nutrition parentérale. Par exemple, votre patient il a un diabète déséquilibré. Vous n'allez pas lui balancer 50 grammes de glucose ou 75 grammes de glucose qu'il y a dans la nutrition parentérale sans adapter son insuline. Votre patient il est en surcharge, il présente une hypertension artérielle non contrôlée. C'est quand même du liquide en plus que vous ramenez, donc il va falloir le prendre en compte dans votre prescription de dialyse. Donc ce n'est pas des grosses contre-indications. Et des contre-indications, quand ils vont apparaître, c'est plutôt dans l'utilisation du traitement. Par exemple, les cytolyses hépatiques. On envoie sous nutrition parentérale, il faut surveiller le bilan hépatique de patient. Et donc, des fois, on a besoin d'arrêter de manière provisoire la nutrition parentérale le temps que le bilan hépatique puisse récupérer. En l'absence, évidemment, d'autres causes retrouvées à la dégradation du bilan hépatique. En termes pratiques, il faut la passer sur la ligne veineuse. Vous avez votre pompe, comme ça vous pouvez régler votre débit de passage de la nutrition parentérale. Alors, en pratique, si vous avez une séance de 2 heures, il faut éviter de mettre la nutrition parentérale à grande quantité. Il est recommandé au minimum des séances de 3h30, voire 4 heures, c'est l'idéal. 4h30, on est quand même bien. Parce que tout simplement, il ne faut pas dépasser vos capacités de clairance des triglycérides. Si vous apportez trop de triglycérides en peu de temps, le patient va les accumuler, vous dépassez ses capacités de clairance, et vous allez vous retrouver avec justement les états d'hypertriglycéridémie qu'on veut éviter. Le débit, vous pouvez, alors il n'y a pas de recommandation claire, on va dire que c'est plutôt des habitudes pratiques. On peut commencer à 125 ml/h la première semaine. Ça, dans le contexte, c'est un peu compliqué parce que les poches font 1 litre. Donc si vous faites 125 ml/h, si la séance dure 4 heures, il y a quand même la moitié de la poche qui est jetée, parce que vous ne pouvez pas la réutiliser pour la prochaine séance. Mais cette augmentation graduelle, elle est garante en fait de la bonne tolérance de votre patient, elle n'est absolument pas obligatoire. Il y a plein de fois, il y a eu des situations où j'ai mis d'emblée à 250 ml/h où ça s'est bien passé. Mais bon, si vous voulez être au mieux de la tolérance, c'est 125 ml/h la première semaine, 250 ml/h et ne pas dépasser 300 ml/h de débit de la pompe pendant 4 heures. La glycémie, peu importe si votre patient est diabétique ou pas diabétique, les premières séances, il faut surveiller la glycémie de vos patients. Avant le début de la nutrition, à la moitié de la séance, à T2, et puis il a une glycémie avant la fin. Si votre patient n'est pas diabétique et que vous voyez que sur les premières semaines, ça se passe bien, sur les 2 premières semaines, pas la peine de faire des contrôles répétés de glycémie, en tout cas quotidien, on va dire, vous pouvez le faire 1 fois par semaine par exemple. Si votre patient est diabétique, vous avez besoin quand même de contrôler la glycémie parce qu'elle va se déséquilibrer, mais dans les 2 sens. Alors contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas juste des hyperglycémies, c'est des hyper, mais aussi des hypoglycémies qu'on va observer. Alors ces hypoglycémies, elles sont secondaires à croix. Vous allez donner une solution qui est très riche en glucose justement, et donc vous allez avoir un pic de sécrétion de l'insuline, et ce qu'on peut observer c'est l'hypoglycémie à la fin en fait de la nutrition, juste à la fin de votre séance de dialyse, et surtout si vous arrêtez la nutrition avant la fin de la dialyse. Ça peut arriver que vous devez interrompre parce que pour X raison le patient ne tolère pas, etc. Vous arrêtez la nutrition, et donc il est plus à risque de faire ces chutes. Ce qui est conseillé dans ces cas-là, c'est faites attention à l'apport d'insuline que vous allez donner à votre patient, parce qu'on a tendance quand on voit des hyperglycémies à être très agressif et donc à les balancer, on va dire, des grosses doses d'insuline. On y va mollo, on se calme sur les doses d'insuline. Et puis surtout, ce que vous pouvez conseiller à votre patient, c'est de prendre des hydrates de carbone juste à la fin de la séance de dialyse, du pain par exemple, et comme ça, il va pouvoir contrecarrer l'hypoglycémie qui peut survenir suite à l'hypersécrétion d'insuline. Si jamais vous arrêtez la nutrition pendant la séance pour X raisons, il ne faut pas augmenter le débit au-delà de ce qui est recommandé, donc je vous disais 250-300 cc/h. Il est conseillé que si vous devez passer ou transfuser ou passer du fer rêvé, il faut passer dans la ligne artérielle. Et puis petite note, mais ça c'est à discuter, on peut discuter de sauter de quelques séances de nutrition parentérale. Si votre patient a vraiment besoin de sa nutrition parentérale et que vous vous retrouvez avec une antibiothérapie qui a besoin de temps pour passer, la vancomycine par exemple, ce qu'il est conseillé de faire, c'est de passer à la nutrition dans la ligne artérielle. Le problème, c'est que vous perdez en termes d'efficacité en fait, et d'apport. Donc ça, il faut le faire, voilà. C'est, disons, pas une recommandation, c'est plutôt une opinion des recommandations, on va dire. En termes d'apport, je vais reprendre le même schéma que pour la nutrition entérale. En moyenne, c'est 50 grammes d'acides aminés qui sont amenés, 1000 à 1200 kilocalories, 50 à 80 grammes de glucose en fonction de la solution, et 1 litre, on va dire, d'apport moyen. Et donc, vous voyez bien que 1000 kilocalories, vous multipliez par 3, ça vous fait 3000 sur la semaine. C'est clairement pas suffisant, donc il faut que votre patient ait un apport péros. Donc, la nutrition n'est absolument pas un coupe-faim. Ça ne va pas empêcher votre patient de le manger si vous mettez de la nutrition parentérale ou entérale d'ailleurs. Les protéines, il faut qu'il y ait un minimum d'apport de 0,4 à 0,8 grammes kilo-jour, surtout si vous prenez en compte les éventuelles pertes pendant la dialyse. Et puis il faut qu'il y ait un apport énergétique minimum en péros.
En termes d'évaluation de la tolérance, l'ionogramme sanguin, de façon que vous allez faire dans tous les cas pour vos patients, le dosage des triglycérides et le bilan hépatique. Et puis en termes d'efficacité, je ne vais pas revenir dans le détail, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous reprenez tous les indicateurs clinico-biologiques et paracliniques et vous les refaites. Après, il ne faut pas être extrêmement pressé. La préalbumine peut monter assez rapidement, mais pour ce qui est par exemple de l'impédance mitrique, etc., donnez-vous le temps. Au bout d'1 mois, on peut réévaluer à ce moment-là ces paramètres. Ce n'est pas la peine de le refaire à la première semaine de la nutrition. Je vais passer très rapidement sur quelques supplémentations, notamment les carences vitaminiques. Il n'y a absolument pas de recommandation de supplémentation systématique en acide folique B12, sauf par exemple contexte particulier, hein, évidemment, pathologie intestinale ou autre, ou gastrique. Pas de recommandation pour toutes les vitamines. Il faut savoir qu'il y en a dans les nutritions. Alors, il y en a beaucoup surtout dans les nutritions entérales, un peu moins dans la nutrition parentérale. Vous n'avez pas besoin d'apporter des vitamines généralement, sauf si vous êtes dans une situation d'hypercatabolisme, par exemple le patient en réanimation. À ce moment-là, surtout quand vous lui mettez de la nutrition parentérale, pensez à apporter des vitamines une fois par semaine, du Nutrilite par exemple. Ça peut, c'est intéressant pour votre patient parce que vous êtes sûr à ce moment-là, sans devoir doser ces oligo-éléments, qu'ils vont être diminués. Et puis évidemment, il faut optimiser la séance de dialyse. On n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais il faut corriger l'acidose de vos patients. Pensez aussi au type de membrane, avec des membranes ou techniques qui peuvent entraîner une perte protéique et évidemment optimiser au mieux le bilan inflammatoire de vos patients. Je finis juste avec un petit mot sur l'hémodiafiltration. Alors, je ne vais pas vous montrer toutes les études qu'on connaît déjà, hein, mais il y a un essai qui est un essai randomisé et contrôlé, peu de patients, 30 patients, si mes souvenirs sont bons, ouais, c'est ça, 12 mois de suivi, HDF online versus high flux en hémodialyse. Ils ont montré un bénéfice en fait sur le statut nutritionnel de votre patient. Alors on peut très bien arguer que ce bénéfice est peut-être secondaire juste à l'utilisation, comme on l'a dit tout à l'heure, de dialysa ultra pure. Donc en conclusion, je vous ai laissé une espèce d'art diagnostic qui peut aider. Grosso modo, si votre patient est dans un état déjà les diagnostics, on en a parlé et reparlé, je ne vais pas revenir dessus. Si votre patient il présente une dénutrition modérée, vous pouvez commencer par la nutrition orale sous réserve, qui est une alimentation orale spontanée de votre patient. Si vous voyez que c'est sévère, en tout cas pas le minime, modéré, on va dire, pas sévère, avancez directement vers la nutrition parentérale pendant la séance de dialyse. Si votre patient a une dénutrition sévère, les techniques de nutrition qui sont intermittentes, c'est-à-dire juste pendant les séances de dialyse, elles ne sont clairement pas suffisantes pour pouvoir couvrir les besoins de votre patient. Et puis je vais finir par une diapositive de prévention. Peut-être que l'un des moyens de préserver les patients, c'est justement de libérer un petit peu les régimes qui peuvent être des fois franchement restrictifs chez nos patients et qui vont favoriser clairement la dénutrition de ces malades. Merci beaucoup.